Alors, rebonjour Yves. Rebonjour. Alors on a été coupé, on a changé d'endroit. Entre temps on est venu à la porte de Jaffa et on était juste dans le quartier ici en bas, le long des murailles en dessous de la porte de Jaffa, où c'est le quartier huppé, hein. C'est des magasins, on n'a vraiment pas l'impression, enfin j'imaginais pas du tout que c'était comme ça à Jérusalem. On aurait pu être, je ne sais pas, en Espagne, dans le sud de la France. Jérusalem est un des quartiers les plus chers au monde. Hein. Les Très très cher. Oui, c'est très cher. Très cher. Un appartement à Jérusalem vaut beaucoup plus cher qu'une grande villa à Uccle. Ah oui? Ah oui. Un appartement à Jérusalem, il faut compter l'équivalent de 4-5 millions d'euros. Waouh! Dans ces quartiers-là. Hein. Ouais. Dans le quartier, mais même dans la vieille ville de Jérusalem, c'est très. Alors, allez, finissons sur une note positive. Quel serait si tu étais optimiste, comment est-ce que tu verrais le futur pour que ce conflit qui a quand même duré longtemps, hein, ça fait quand même très longtemps, et qui polarise vraiment les tensions de l'ensemble de la communauté musulmane dans le monde, et aussi de l'Europe, et puis de la communauté juive, aussi de la diaspora dans le monde entier, qui est quand même un peu le nœud du problème. Regarde, quand on voit au niveau international, on voit que l'Iran est en train de faire la paix avec l'Arabie Saoudite. Alors, avec toutes les réserves qu'on peut avoir des deux régimes, hein, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut imaginer la paix dans le futur? Et quelles seraient les conditions pour la paix? D'abord, la question est de savoir en fait si le manque de paix dans la région est le fait des Palestiniens et des Israéliens, ou le fait d'influences extérieures qui empêchent cette paix de se concevoir. Il faut bien savoir qu'en fait, il y a beaucoup de pressions internationales. Les pressions internationales ne vont pas toujours dans le sens de la paix. Même quand elles prétendent aller dans le sens de la paix, vous avez par exemple l'ONU, quand on regarde les cahiers d'études qui sont faits, qui sont distribués à Gaza ou dans les territoires, des écoliers, ils sont remplis d'haine antisémite. Ils apprennent à compter en comptant les juifs morts, etc. C'est complètement invraisemblable à quel point Israël ne figure pas sur les cartes de l'ONU du tout. Donc vous avez un organisme qui est l'Israël qui est reconnu par l'ONU, et dans les écoles de l'ONU, on apprend qu'il n'existe pas Israël, qu'Israël n'existe pas. Oui, mais la question palestinienne doit être réglée. Comment est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, il faudrait qu'il y ait une halte de la pression internationale qui empêche en fait une résolution du conflit entre les populations locales. Parce qu'en fait, c'est comme si on a un clé dans une guerre stratégique beaucoup plus grande et qui prend les choses plus compliquées. Maintenant, à mon avis, au niveau de la pratique, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est par exemple le plan de Sisi qui proposait au niveau de Gaza de livrer une partie du Sinaï à Gaza. Allons agrandir Gaza en donnant une partie du Sinaï, de permettre d'avoir des fonds, d'innombrables fonds venant de la communauté internationale, des États-Unis, d'Israël, etc., pour compenser à la fois l'Égypte et pour compenser les Palestiniens, pour leur donner vraiment une vision d'avenir, pour qu'ils ne vivent plus en fait les uns sur les autres. Ça pourrait être une solution au niveau de Gaza. Ça, c'est au niveau de Gaza, d'accord. Au niveau des territoires occupés à Judée-Samarie ou quoi que ce soit, il y a deux lignées qui sont possibles, en fait, qui sont envisageables. La première lignée, c'est d'avoir une forme de confédération. C'est-à-dire que vous avez une confédération israélo-jordanienne. Oui. Vous avez un territoire, en fait. Vous pouvez très bien avoir un territoire où il y a qui appartiennent juridiquement à un pays, où les habitants appartiennent en fait à un autre pays. On peut très bien avoir un Belgique qui habite en France, comme un Français qui habite en Belgique. Mais vous pouvez très bien avoir, il y a une possibilité de donner une citoyenneté jordanienne à tous les Palestiniens et de leur donner en fait des droits complets au niveau municipaux, au niveau de la région, encore une fois, avec des augmentations de fonds et des sponsors, et de donner et quand je dis des lois, ce sont dans les lois en Israël, une loi pour un arabe, palestinien ou un juif, c'est la même loi. Je dis, c'est pas parce qu'il aurait une nationalité différente qu'il aurait moins de lois, moins de droits. Soyons clairs. Je dis, on ne veut pas avoir un citoyen de zone A, zone B. On veut simplement permettre en fait avoir une confédération israélo-jordanienne, c'est une possibilité. C'est très complexe au niveau juridique, c'est très complexe à faire, mais s'il y a des bonnes volontés, il y a une moyen. Il y a une autre manière
concrètement, de nos jours, en fait, les Palestiniens, le Fatah ne tient pas du tout le territoire. En fait, le Fatah est extrêmement corrompu et ils ont perdu toute leur crédibilité. D'ailleurs, dans toutes les élections, on dit que le Hamas va emporter haut la main. Mais ce qui en fait contrôle la vie dans les territoires, dans les villes palestiniennes, c'est en fait des familles. En fait, il y a des grandes familles. Ce sont des familles notables. Des familles notables, comme un peu des émirats, comme les Émirats unis, qui en fait, avec leur famille, en fait, de facto aujourd'hui, ce sont les juges, c'est la police, c'est eux qui décident en fait tout ce qui se passe dans la ville au niveau commercial, si un commerçant ouvre, n'ouvre pas, quand il y a des conflits commerciaux, etc. C'est eux qui s'occupent de tout, c'est eux qui ont en fait le contrôle complet de la ville, dans les faits aujourd'hui. Et un des programmes, c'est de leur donner beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'indépendance, en faire comme des entités, des petits États en fait, vraiment des petits États. Donc chaque État, tu dirais, c'est un petit peu bizarre, mais dans les faits, c'est ce qui se passe actuellement. Donc c'est aller en fait dans la direction de la tradition locale et de donner en fait une indépendance totale à ces Émirats. Donc de créer des Émirats. Et pourquoi en fait ce serait une solution? Parce qu'une des peurs des Israéliens en fait, c'est d'avoir un État rebelle qui s'attaque à l'État d'Israël et avoir en fait une cinquième colonne entre guillemets derrière nous en fait. À partir du moment où c'est une série de petits États et on ne parle pas en fait d'un État continu avec des intérêts, la menace est beaucoup plus faible en fait d'un côté, mais d'un autre côté la prise de contrôle au niveau des Palestiniens et en fait au niveau de ce qu'ils peuvent attendre pour être beaucoup plus forte parce qu'elle est beaucoup plus locale, elle répond beaucoup plus à des problèmes locaux. Toutes ces solutions doivent être faites en accord, évidemment, doivent être faites avec énormément d'aide internationale, mais le but, en fin de chose, le principe, c'est ainsi. On doit arriver à une solution qui permette un développement commercial, culturel, traditionnel, pour permettre aux gens de voter, d'être vivants. Aujourd'hui, les Palestiniens ne peuvent pas voter. Depuis 30 ans, ils ne veulent pas. Hein. Alors, une dernière solution. On va se rapprocher par là parce qu'on est près de l'autoroute. Alors, une dernière possibilité, on en a évoqué comme ça. Est-ce que ça choquerait probablement une partie des Palestiniens et peut-être aussi certains progressistes même? Est-ce qu'une autre solution ne serait pas, par exemple, que les Palestiniens qui vivent de facto sous l'occupation israélienne, pour le moment, mais soient intégrés il y ait la citoyenneté israélienne et ils aient les mêmes droits que les autres? Que ce soit un seul État avec les mêmes droits pour tout le monde. D'abord, ici on parle de Jérusalem, ouais, aujourd'hui. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, en fait, il y a des villages palestiniens, si vous voulez, autour de Jérusalem qui ont été intégrés en de force. La citoyenneté israélienne était proposée à tous les habitants. La majorité ont pris. Il y a une minorité qui ont refusé de prendre la citoyenneté israélienne, mais ça a été le fait. La proposition... Donc c'est une possibilité ouverte à tout le monde. Mais la proposition des partis de droite en Israël, sont les plus à droite, des partis les plus à droite en Israël, qui sont déterminés, qui sont qu'on appelle en Europe les extrêmes droites, ouais, c'est ça leur programme. Ah, leur programme, c'est un seul État et... Non, le programme, c'est en fait c'est un petit peu plus complexe que ça, je vais quand même en dire. Le problème, c'est d'intégrer petit à petit, donc c'est pas en un coup, parce que pour intégrer une population, on ne peut pas faire en un coup intégrer 1 million de personnes, ouais, d'intégrer petit à petit, donc d'année en année. Écoute, je te disais tout à l'heure que j'ai visité donc hier tous les lieux saints de l'ancienne ville. Alors pas tous les lieux parce qu'on n'a jamais fini de visiter les lieux saints. Toutes les pierres sont saintes ici, toutes les pierres sont sacrées puisque chaque coin regorge d'histoire et de sacré. Mais j'étais visité évidemment l'esplanade des mosquées Al-Quds et la mosquée et donc j'y ai prié. Je suis allé après également au mur des lamentations où je me suis aussi recueilli, parce que pour moi c'est également un lieu saint. Je suis allé également à l'église du Saint-Sépulcre, qui est chrétien, lieu sacré chrétien. Ouais. Et je te disais, dans tous les endroits, j'y ressens quand même beaucoup de dévotion, beaucoup de sacré, de la part des fidèles, de la part des gens qui viennent, qui prient, et qui sont en dévotion, qui font preuve de beaucoup de ferveur. Allez, cette vieille ville de Jérusalem dont on voit les remparts magnifiques ici, multimillénaires, est-ce que pour toi c'est pas possible que cette petite géographie, cette petite partie de Jérusalem puisse devenir vraiment une sorte de no man's land, une sorte de petite géographie sacrée
pour toutes les religions et les religions monothéistes qui soient mises peut-être sous tutelle internationale ou alors israélienne mais non armée, un peu comme le Vatican. C'est pas possible ça? D'abord, la première chose, il faut bien dire que c'est le premier moment dans l'histoire où les trois religions sont libres en Jérusalem. C'est-à-dire que dans toutes les périodes précédentes, quand c'était sous tutelle chrétienne ou musulmane, les Juifs n'avaient pas le droit de prier dans le lieu de l'alimentation. Ils n'avaient pas le droit de... Ils n'avaient pas le droit d'aller prier. Avant la guerre des 6 jours, ils ne pouvaient pas venir? Non, ils ne pouvaient pas venir. Mais il y avait déjà des Juifs qui vivaient sur place. Il y a les Juifs sur place, il y a les Juifs qui vivaient sur place, mais encore, il y avait des maisons qui se trouvaient à 2 mètres du mur. Et les Juifs qui étaient sur place avaient le droit de passer. Parce qu'il y avait le quartier juif qui est là depuis... Non, oui, mais les Juifs qui vivaient sur place, il y en avait très peu, parce qu'ils avaient été, avant la guerre des 6 jours, ils avaient été complètement, il y avait un massacre complet, tous ceux qui n'avaient pas fui avaient été massacrés à Jérusalem. Donc il n'y avait plus d'habitants à Jérusalem. Jérusalem-Est. Pour moi, c'est la vraie Jérusalem. Oui, c'est ça. La Jérusalem ancienne, la vraie Jérusalem. Alors, il n'y avait plus de Juifs parce qu'ils avaient été massacrés. Ou bien ils avaient fui, ou bien ils étaient massacrés. Mais ils n'avaient pas le droit de prier. Donc je dis, aujourd'hui, les musulmans, tous les musulmans qui veulent venir prier d'une manière pacifique, il n'y a pas de personne tu as bien vu toi-même. En tout cas, moi, ne l'empêche. Non, c'est vrai. Effectivement, ils regardent à l'entrée, ils vérifient si on est bien musulman et les non-musulmans ne peuvent pas rentrer. La seule chose, pourquoi on a vérifié les musulmans? Donc les non-musulmans, j'étais étonné que je dis, ils peuvent pas. Si tu es juif, tu n'as pas le droit d'entrer. Donc les seules limitations qu'il y a aujourd'hui à Jérusalem, c'est envers les juifs. Les juifs n'ont pas le droit d'entrer sur la pleine mosquée, l'esplanade des mosquées, mais c'est les seules restrictions. Alors si tu parles non, peut-être pas les chrétiens non plus. Non, les chrétiens ont le droit. Les seules restrictions qu'il y a aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, c'est envers les Juifs. Donc si jamais il y a des gens qui devraient se plaindre, c'est d'abord les Juifs. Parce que les Juifs sont restreints, les Arabes, les musulmans et les chrétiens ne sont pas restreints. Il n'y a aucun chrétien qui a un problème pour aller à la moindre église. Il n'y a aucun musulman qui a le problème. Maintenant, quand il y a des émeutes, quand il y a des zones, eh bien, je veux dire, ce sont des mesures contextuelles, tu dis. Dans le monde entier, s'il y a un problème, eh ben, on ferme des routes, on ferme d'une manière temporaire. D'ailleurs, la première chose, quand il y a des émeutes, la première chose, les Juifs n'ont pas le droit d'aller dans le monde des temples, sur les des mosquées, la première chose. Donc, les premiers, chaque fois qu'il y a des mesures, les premières victimes, c'est les Juifs, de toute façon. Donc, je veux dire, si déjà tu parles de problèmes au niveau de liberté religieuse, par exemple, un Juif n'a pas le droit d'aller sur l'espace des mosquées de manière normale, il a le droit d'aller entouré par des militaires et il n'a pas le droit de prier. S'il dit une prière, il est en prison. S'il embrasse le sol, il est mis en prison. S'il se lave les mains, il est mis en prison. Donc je dis, les libertés religieuses des Juifs sur l'espace des mosquées sont quasiment nulles. Et je ne dis pas le fait qu'ils se font insulter, cracher dessus sans arrêt aussi par les musulmans sur place. Donc ils ne peuvent pas aller dessus, c'est ça? Ils peuvent aller, mais d'une manière extrêmement limitée. Il y en a quand même beaucoup qui vont dessus, hein. Mais c'est très limité. Alors je dis, mais soit si tu veux aller au cotel, quelqu'un t'empêche, personne ne t'empêche. Je dis, la liberté religieuse existe à Jérusalem. Et je dis, la liberté religieuse n'a jamais existé avant à Jérusalem. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu veux changer l'état de Jérusalem alors qu'aujourd'hui, il y a une liberté religieuse qu'il n'y avait pas avant. Et je dis, pour le moment, toutes les zones neutres, garanties par l'ONU, se sont révélées comme des zones de guerre. Toutes les zones qui étaient protégées par l'ONU au niveau des conflits, ce sont les premiers à fuir et ce sont les premières zones qui ont été allumées au niveau des guerres. La frontière dans le Golan de la Syrie est une zone de guerre continue. C'est là que l'ONU, quand l'ONU se trouve de la frontière d'Égypte qui avait sans arrêt des guerres, l'ONU ne sert à rien. Donc l'ONU n'est pas en tout cas garant de la paix. Il n'y a pas les seuls garants de la paix, c'est quand il y a une volonté des deux côtés d'arriver à la paix. Mais pour le moment, au niveau des libertés religieuses, parce que c'est très important, les libertés religieuses c'est quelque chose d'essentiel, mais je ne vois pas sincèrement, rationnellement, en quoi les musulmans doivent se plaindre. Si quelqu'un doit se plaindre, c'est les juifs, c'est pas les musulmans. Parce qu'eux, ils ont toutes les libertés. Personne ne t'empêche maintenant d'aller où tu veux. Moi, je ne peux pas, toi, tu peux. Donc, et je dis, quand tu as un musulman qui se balade même à 2 h du matin dans un quartier juif, j'ai jamais vu une seule image d'un musulman se faire tabasser dans un quartier juif. Il y a toutes les semaines, il y a une image d'un juif qui se fait tabasser ou poignarder dans la zone arabe. T'es sûr de ça? Je peux te montrer, je t'en vais chaque semaine. Chaque semaine, quand même. Chaque semaine, tu as un incident.
Ça peut pas, c'est pas toujours un incident grave, mais ça peut être quelqu'un qui se fait insulter, cracher dessus, donner un coup, ça peut casser les lunettes. Je dis pas que c'est des incidents graves. Moi j'avais l'impression de voir, en tout cas dans Jérusalem, toutes les gens de toutes les confessions se croiser. Alors après, c'est peut-être pas le grand amour, mais franchement, j'ai vraiment pas, j'ai l'impression, moi j'ai ressenti beaucoup de sérénité partout. Je suis d'accord. Les 2 jours. Le principe dans ces genres de choses, c'est qu'il suffit tout le temps d'un ou 2 cons. Ouais. Ça peut même être les 2 mêmes cons chaque semaine. Hein. Ça peut être le même con. Mais je veux dire, ça peut être le même con. Mais je veux dire, il y a une tolérance de la violence dans la partie arabe qui a moins dans la partie juive. Je veux dire, ce serait très très mal vu de la part des autres juifs qu'un juif attaque un arabe, même de sa famille, ce serait une honte. Je ne suis pas sûr que ce soit le même cas dans l'autre sens. Peut-être qu'ils sont dérangés, mais je ne suis pas sûr que ce soit la même cas. Mais de toute façon, tu as raison. En gros, je suis d'accord avec toi. En 99,9% des cas, il n'y a aucun problème pour les juifs et pour les arabes de se promener à Jérusalem, dans tous les quartiers, dans 99% du temps, mais ça prouve bien qu'il n'y a pas de problème. Ce que tu dis prouve bien qu'il n'y a pas de problème, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de problème, et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des flics? Parce qu'il y a des flics quand même. Ben, il y a des flics parce qu'il y a de temps en temps des gens qui sont poignardés. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça, sinon tu n'as pas besoin de flics. Actuellement, la police elle est uniquement israélienne, et dans les forces de police, est-ce qu'il y a aussi il y a aussi des musulmans, il y a des arabes aussi. Il y a des musulmans et des arabes aussi dans les forces de police. En tout cas, il y a des arabes dans l'armée, mais la proportion est plus faible. Pour la bonne et simple raison que les musulmans ne doivent pas faire l'armée. Ah oui. Vraiment, les musulmans ne doivent pas faire l'armée. Tu as certains gens qui font l'armée, mais c'est une très faible minorité. Et en général, ils ne sont pas très bien vus de la part de leurs cousins. Donc, tu n'as pas beaucoup de... Mais justement, d'ailleurs, une des solutions qui était proposée par les groupes d'extrémistes, d'extrême droite, comme on les appelle en Israël, en Europe, c'est de mettre une police qui est faite d'arabes, en fait. Pourquoi ils veulent faire une police arabe? Parce que je me rappelle aussi, à l'époque, au City 2, en Bruxelles, il y avait pas mal de délinquance, et puis ils ont mis quelques policiers arabes pour faire de l'ordre, et c'était il y a 20 ans. Hein. Mais en 2-3 mois, il y avait beaucoup d'ordre. En tout cas, les vigiles. Oui, parce qu'on ne pouvait plus les accuser d'être racistes, parce que c'était, entre guillemets, des Arabes contre des Arabes. Donc, c'est ce qu'ils ont proposé aussi en Israël. Donc, je veux dire, c'est pas du tout qu'on ne veut pas qu'il y ait de policiers arabes ou quoi. Au contraire, nous, tout ce qu'on veut, l'Israélien moyen, et je crois l'arabe moyen, le musulman moyen, 99% des gens qui habitent Jérusalem, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir commercer, pouvoir aller pied à l'oreille, prospérer, etc. Faire grandir leurs enfants. Il y a 1% de fanatiques et d'extrémistes qui nous gâchent l'histoire et qui doivent avoir des militaires parce que il faut se protéger. De toute façon, tu veux dire, c'est pas grave, une fois tous les 2 semaines, il y a quelqu'un qui s'est poignardé, c'est pas grave. Oui, de notre point de vue, c'est grave. Je dis une fois tous les 2 semaines, c'est pas une fois tous les 2 semaines. Oui. C'est pas une fois tous les 1 mois, mais même une fois par mois. Tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un de poignardé une fois par mois. C'est toujours de trop. Toute personne victime, palestinien ou juif, ou quoi que ce soit, ou chrétien, ou peu importe, c'est de trop. Bien sûr. Donc je dis, je ne vois pas de problème réellement au niveau des libertés religieuses. Non, tu parles au niveau politique, représentation politique, ça, il y a moyen toujours de trouver des solutions, c'est pas compliqué. Tu peux faire une ambassade, une zone, il y a moyen de faire. Et il y a énormément de solutions qui ont déjà été proposées dans le passé, et c'est pas ça les shops en fait. Les shops des relations, en fait, c'est la condition des réfugiés qui sont dans les camps en Syrie, au Liban, en Jordanie. Ça, c'est la première échoppe. Et pour eux, il faut une solution de paix. Et puis d'autre part, ils ont besoin le problème, c'est que tu ne peux pas faire un accord avec le Fatah si le Fatah, aux prochaines élections, se fait écraser par le Hamas. C'est aussi un problème, je veux dire. Tu dois faire un accord avec le gouvernement qui est représentatif de la population. Tu ne peux pas faire un accord avec un gouvernement qui est en fait une poupée de l'Occident, qui n'a plus d'autorité en fait sur les Palestiniens eux-mêmes. Donc le problème n'est pas clair. Moi je veux dire, il y a eu des hauts et des bas dans cette région. Finalement, la région Floride, je crois que les Arabes aussi en Israël, leurs conditions de vie est 10 fois plus élevées que dans les autres pays arabes. Leurs conditions, au niveau de l'éducation, il n'y a pas de population arabe plus éduquée que celle en Israël. Donc les Arabes sont beaucoup plus éduqués.
ont une vie plus longue que dans tous les autres pays arabes. Bien, tous les autres pays arabes. Donc, ils ont plus d'éducation, une vie plus longue, et je crois, au niveau économique, ils sont aussi plus prospères que partout ailleurs. Malgré leurs problèmes, malgré qu'ils sont sous occupation, malgré, je suis d'accord avec ça. Donc, à mon avis, la situation n'est pas aussi noire, d'abord. Je dis, il faut pas... C'est pas des pauvres maltraités dans des camps de concentration. Maintenant, il faut trouver une solution. Mais à mon avis, quand les jeunes en auront marre des guerres, ce sera peut-être la solution. À mon avis, notre génération, malheureusement, ils sont encore trop belliqueux. J'espère que la prochaine génération rejettera les guerres. J'espère. Ça dépendra beaucoup des leaders aussi. Des leaders, moi je dis que les leaders, c'est ce que tu décides d'être des leaders. Et tout passe, tu parles des professeurs, eh ben, l'avenir est aux professeurs. La question c'est qu'est-ce que les professeurs vont apprendre aux étudiants et est-ce qu'ils vont apprendre la tolérance ou vont apprendre la guerre. Et je dis que ça c'est le gros problème, ça c'est ce qui me rend pessimiste entre guillemets. C'est que tant qu'on ne parviendra pas à changer la manuel scolaire, il y a fait des manuels scolaires. À la limite, tu sais quoi, des manuels qui sont communs aux juifs, aux palestiniens, moi je suis pour. Des manuels scolaires qui soient neutres, qui ne soient pas, je dis, dans plein de domaines. C'est pas une perspective politique. Ou politique, oui. Des neutres. Historiques. Même historique, alors je veux dire que tu peux avoir peut-être un supplément pour les Palestiniens, un supplément pour les Israéliens, qui soit différent, mais avoir une base qui est commune. Une base commune. Une base commune. Tant qu'on n'arrivera pas à quelque chose de neutre au niveau des éducations, l'avenir sera problématique. Alors j'espère réellement qu'à un moment ou à un autre, la pression parviendra à faire changer l'éducation. J'espère. Écoute, merci beaucoup sur ces mots. Merci beaucoup en tout cas de ton accueil. Et donc, donc tu souhaites le bienvenu à tous les membres de LDC. Ils sont bienvenus, ils peuvent me contacter. Razi peut leur donner mon numéro de téléphone. Ils sont bienvenus chez moi avec grand plaisir. Même pour faire un tour en Israël, pour voir ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. En Israël, en Palestine, jusqu'à la mer, la mer soit disputée. La mer morte, dans la terre le désert, à El-Quds, et dans tous les endroits où ils veulent. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à la vie. Au plaisir, à très bientôt. Merci.